Donc pour le moment, on a 7 personnes qui sont connectées sur la chaîne YouTube. Donc bonsoir à tous. Bienvenue à cette réunion publique dans un format un petit peu particulier cette année, puisque les règles sanitaires nous empêchent de nous retrouver en présentiel, comme on dit. Donc on se retrouve en visioconférence parce que ça nous tenait à cœur quand même d'avoir un temps de rencontre publique avec les habitants du Val d'Argent, comme on le fait chaque année. L'idée de cette rencontre, en fait, donc on a des élus de la commission culture qui sont présents l'idée, c'est que vous puissiez leur poser des questions sur des points de la vie culturelle dans le Val d'Argent par rapport au centre d'intérêt, vos envies, vos idées. Voilà, dans un débat et un échange ouvert et libre sur la vie culturelle dans le Val d'Argent. Donc, pour poser vos questions, il y a 3 possibilités. D'une part, il y a possibilité d'inscrire vos questions dans le chat qui se situe en dessous de la page sur laquelle vous regardez la vidéo via YouTube. Donc, ce chat, je crois, pour s'inscrire, il faut peut-être quand même avoir un compte préalable. Donc, pour ceux qui n'auraient pas de compte YouTube ou qui auraient des difficultés à poser leurs questions par le chat, vous pouvez soit nous écrire un mail, soit nous appeler par téléphone. Donc, je vous donne le numéro de téléphone. C'est le 03 89 58 35 91, 03 89 58 35 91, ou par mail à ccva-du6, le petit tiret, dev culturel, culturel, valdargent.com. Voilà, donc je donne la parole à Jean-Marc Burrus. Jean-Marc Burrus, qui est le président de la commission culture et également le président de la communauté de communes du Val d'Argent, pour introduire cette soirée. Merci. Merci Mathias. Bonsoir à tous. Nous sommes un peu moins nombreux que ce matin avec les acteurs de la vie culturelle. C'est notre deuxième moment fort de la journée en visioconférence. C'est, ma foi, un format qui est indispensable en raison de la crise sanitaire et qui est finalement pas assez satisfaisant à mon goût. On a eu quelques loupés ce matin. Alors j'espère simplement que cette visioconférence de ce soir se passera mieux que celle de ce matin. Il y avait quand même quelques soucis techniques. Maintenant, il faut que ce soit interactif. On est surtout là pour vous écouter, l'ensemble des personnes. Donc, on attend vos questions et puis on essaiera d'y répondre si on peut tout de suite. Ou alors, on notera les questions si ça demande un peu plus de temps de réflexion. Et en sachant qu'on a déjà fait un premier bilan de la politique culturelle et c'est pour amener les projets de la vie culturelle pour les 4 ans à venir. Donc maintenant, on vous écoute. Voilà. Et puis je tiens à remercier l'ensemble de mes collègues de la commission culturelle qui sont présents ce soir pour m'aider à répondre à vos questions. Mathias. Alors oui, merci Jean-Marc. Justement, une première question, ça concerne la politique culturelle et de savoir un petit peu où on en est sur cette politique culturelle aujourd'hui. C'est nous qui devons répondre. Ouais. Ben, on arrive à la première tranche des 4 ans, c'est terminé. Donc on fait un bilan de ce qui a été fait depuis ces 4 années. Ça a été inspiré par Jean-Pierre Estat, qui est d'ailleurs présent ce soir avec nous. Voilà, la vie culturelle, c'est large, ça regroupe beaucoup d'activités et de domaines. Et donc, Mathias, s'il faut, ce serait bien de faire un petit résumé si les gens le demandent. Mais je crois qu'il vaut mieux poser une question beaucoup plus précise et un peu plus pertinente, parce que nous, on va programmer. Voilà, on est surtout là pour vous écouter, pour ce qui vous a plu, vos suggestions pour le futur programme culturel des 4 ans à venir. Oui, alors je peux compléter effectivement un tout petit peu, mais de toute façon, on aura l'occasion de présenter des bilans plus complets à nos partenaires et à la population à partir du début de l'année prochaine. Effectivement, on est en train de terminer 4 années de politique culturelle pour le Val d'Argent, donc sur une période 2017-2020. Et donc, l'enjeu actuel, c'est pour nous de dresser un bilan de ces 4 années de travail, aussi pour tirer les enseignements des bonnes pratiques, peut-être des difficultés qui perdurent, et de pouvoir travailler en lien avec la commission culture
et en lien avec l'ensemble des acteurs culturels, sociaux, éducatifs et la population du Val d'Argent sur un nouveau projet culturel de territoire, donc une nouvelle politique culturelle pour 3 à 4 ans. On verra comment les choses se mettent en place. Donc sur la partie bilan, rapidement, ce qu'on peut dire, c'est que on a travaillé conjointement beaucoup avec les acteurs culturels du Val d'Argent à essayer de structurer un petit peu les choses, on va dire d'une part à apprendre à se connaître ensemble et apprendre aussi peut-être à mieux communiquer, à mieux rayonner dans la vallée et avoir des initiatives communes. Il y a également tout un pan d'activité qui a été renforcé au niveau de la communauté de communes sur les services existants, en accompagnant les équipes sur les nouveaux enjeux que nous avions décidés, à savoir l'accès à la culture pour tous, donc dans une logique de réduction des freins matériels, des freins psychologiques, donc renforcement de la médiation culturelle, renforcement des dispositifs qui permettent d'avoir des tarifs abordables, d'avoir une communication plus fluide, plus efficace, d'avoir aussi peut-être des propositions en termes de mobilité sur certaines manifestations. Voilà. Donc on a essayé vraiment de travailler sur ces axes. Et puis un effort important qui a été réalisé aussi au niveau de la jeunesse, notamment dans le dialogue avec les établissements scolaires, en particulier du primaire, mais aussi du secondaire, avec lesquels on a pu vraiment renforcer les contacts, renforcer les échanges et trouver des outils de travail qui fluidifient la mise en place de projets et qui permettent aux jeunes d'être plus impliqués, d'être plus dans la vie culturelle du territoire, avec plus d'opportunités d'actions culturelles, de spectacles, de projets culturels à leur proposer. Sommairement, c'est ce que je peux dire. Je regarde Charlotte parce que de notre côté, donc, on centralise les questions ici. Donc, encore une fois, pour les gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à relayer vos questions, vos idées. Et puis, moi, je m'en ferai porte-voix auprès des élus pour qu'ils puissent vous répondre. Jean-Pierre, oui, vous vouliez compléter? Ouais, on peut peut-être ajouter que d'un point de vue macro, sans rentrer dans les détails des résultats, des actions qui concouraient à atteindre des objectifs bien définis dans la politique culturelle du Val d'Argent, d'un point de vue macro, ça a aussi permis au territoire de se positionner en tant que précurseur dans ce domaine-là, vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs culturels extérieurs, institutionnels, et c'est loin d'être négligeable dans une politique globale d'un territoire. On s'est fait connaître en tant que tel vis-à-vis de la région Grand Est, de l'État via la DRAC et l'éducation nationale, du conseil départemental, et encore récemment, le président de la commission culture de la région Grand Est nous citait en exemple en tant que précurseur de mise en œuvre d'une politique au niveau intercommunal, parce que c'est ça l'avenir. Les régions et les institutions en charge de la culture recherchent ce genre d'initiative, et le fait que nous ayons été parmi les premiers territoires à adopter ce type de politique culturelle, c'est loin d'être négligeable pour le territoire. Merci pour ce complément, Jean-Pierre. C'est vrai que sur le plan politique, la démarche qui a été menée par la communauté de communes a permis de donner une belle visibilité auprès de nos partenaires institutionnels et de devenir quelque part un territoire un peu de référence sur la dynamique intercommunale d'une politique culturelle. Donc, on a une nouvelle question qui concerne la jeunesse et une question de savoir en fait si vous envisagez de maintenir la jeunesse comme un public prioritaire de votre prochain volet de politique culturelle à venir. Moi, je peux. Vas-y. Vas-y, Christian. Non, mais juste, bon, moi je suis un nouveau venu dans la commission culture du Val d'Argent, donc j'ai pris compte de ce qui s'est passé ces 4 années passées, là, qui étaient vraiment, je pense, très importantes pour la construction de la politique culturelle du Val d'Argent. Et
l'axe disons, d'ouvrir la culture et de favoriser la culture auprès des jeunes a déjà été engagé par la commission précédente. Et je pense qu'il est évident que nous, qui continuons cette action, allons poursuivre le plus de projets possibles, enfin, disons, faciliter le plus de projets possibles vis-à-vis des jeunes. Je pense que c'est essentiel de faire venir les jeunes à la culture. Donc, comment on ne sait pas encore exactement, on va tout faire pour en tout cas le favoriser. La jeunesse est bien évidemment une de nos priorités, hein. Si on fait rien pour notre jeunesse, c'est tout un territoire de vie qui part, hein. Donc on essaye de capter justement toute cette jeunesse avec la médiathèque, avec les labs. D'ailleurs, on a embauché quelqu'un maintenant au labs pour donner un nouveau souffle. Bon, il n'y a pas que la jeunesse, mais la jeunesse, c'est hyper important. C'est l'avenir de notre territoire, du Val d'Argent. Là, on travaille en étroite collaboration avec le centre socioculturel, mais à un moment donné, en sorte des acteurs, on se retrouve dans des projets communs. Et il y a un fort partenariat déjà avec les écoles primaires, on en a parlé ce matin. Hein, ça a été même salué par l'inspecteur de l'académie, où finalement toutes les écoles primaires elles viennent souvent à la médiathèque, et donc la vie culturelle elle est partagée avec le monde de l'enseignement. Et c'est une bonne chose. C'est un outil finalement que l'éducation nationale et la jeunesse s'est approprié avec par exemple, la médiathèque. Merci Jean-Marc. Jean-Pierre et puis Nadège. Je crois que Nadège avait levé le doigt avant moi. Donc... La galanterie nous impose de laisser la parole à Nadège. Vas-y Nadège. C'est gentil, Jean-Pierre, merci. Oui, je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit par les deux premiers intervenants, c'est-à-dire que la politique jeunesse, elle est déjà bien engagée au niveau de la médiathèque, par exemple. Il y a des propositions qui sont vraiment très intéressantes en termes, que ce soit des propositions strictement culturelles ou des propositions d'animation autour d'un certain nombre d'événements, par exemple à Halloween, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont faites par la médiathèque. Donc moi, je suis, pour les gens qui écoutent et qui ne me connaissent pas, j'ai été élue dans l'équipe de Noélie Estin à Sainte-Marie-aux-Mines. Il se trouve que l'élection est invalidée et qu'on attend la suite, mais parmi les choses qu'on a engagées, par exemple, il y a une rencontre avec les collégiens et les lycéens dans le cadre de l'établissement de la cité scolaire, avec le chef d'établissement et un certain nombre d'acteurs. Et une des idées que moi que j'aimerais vraiment mettre en place, c'est pouvoir mettre en place un conseil intercommunal des jeunes. Et dans cette place de conseil intercommunal des jeunes, puisque un conseil des jeunes adolescents dans les communes, ça n'a pas beaucoup de sens puisque tout le monde va au collège et au lycée à Sainte-Marie-aux-Mines. Donc l'idée serait peut-être, c'est un biais peut-être, un conseil intercommunal des jeunes permettrait peut-être justement de les écouter sur leurs attentes au niveau de la culture, sur les manques et sur les besoins qu'on pourrait identifier par rapport à eux. Effectivement, vu la situation à Sainte-Marie-aux-Mines en ce moment, donc c'est en stand-by, mais on espère bien pouvoir repartir sur cette question. Merci Nadège. Jean-Pierre? Oui, moi juste, je voulais réagir sous forme d'un rappel ou d'un petit clin d'œil, justement en rappelant qu'on s'est posé la question de qu'est-ce qu'était la jeunesse, jusqu'à quel âge on considérait qu'on agissait sur cette population. Et on avait très nettement distingué, on va dire, deux populations. La population de jeunes qui est encore en contact obligé avec la culture parce qu'ils sont scolarisés. Et donc, ils ont des cours d'art plastique, et des cours de musique, du français, du latin. Enfin, voilà, ils sont baignés tous les jours, de gré ou de force, dans la culture et les relations entre la médiathèque et les établissements scolaires sont solides et c'est évidemment à poursuivre. Mais il y a une frange de jeunesse, celle qui a quitté la scolarisation, qui reste encore dans cette tranche d'âge-là et qui se pose souvent la question, mais bon, la culture, pourquoi faire? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que, voilà.
Et là, il y a évidemment aussi encore un gros travail à faire pour la continuation de ce qu'on a entrepris vis-à-vis des populations les plus jeunes. Merci. Je vous propose une nouvelle question. La professionnalisation de la culture est souvent évoquée. Cela implique quoi? Qui est-ce qui veut réagir? Bon, moi, j'ai pas de réponse toute faite, mais bon, la professionnalisation de la culture, ça veut dire que bon, il y a la manière de faire passer des messages culturels, ça peut passer par l'intervention de troupes professionnelles, d'acteurs professionnels qui sont habitués à la médiation culturelle. C'est important de faire comprendre un tableau, de faire comprendre une pièce, de faire comprendre un morceau de musique à travers des œuvres qui sont produites par des professionnels. Donc voilà, il y a ce côté-là. Si derrière la question, il y a une crainte que les troupes amateurs disparaissent, c'est pas du tout l'intention, parce que pratiquer le théâtre en amateur, la musique en amateur, aller à des cours de peinture en amateur, tout ça est naturellement reconduit et peut pas être effacé comme ça. Non, c'est pas question de privilégier la pratique professionnelle vis-à-vis de la pratique amateur. Voilà. Mais pour compléter les propos de Jean-Pierre, c'est complémentaire, hein. Il faut des groupes professionnels et puis des troupes plus amateurs. Et c'est l'ensemble et la diversité entre le professionnalisme et puis l'amateurisme. Et encore, amateurisme, ça ne veut pas dire forcément du travail à rabais, hein. Donc, c'est une autre manière de faire et puis c'est complémentaire. Voilà, et puis c'est sûr que pour l'enseignement, il vaut mieux avoir peut-être des professionnels. Voilà. Mais après, il faut faire vivre la culture. Et puis la culture, ça peut aussi être des bénévoles qui aident au monde culturel, parce qu'on ne peut pas se permettre. Et puis le budget du pôle culturel ne permettrait pas que d'avoir des professionnels pour répondre à tous les besoins de la population. C'est pour ça qu'on a aussi un monde du bénévolat qui est là et qui doit être valorisé et surtout reconnu. Je veux juste ajouter, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Jean-Marc, pour moi, les choses, elles sont aussi complémentaires, enfin les deux systèmes sont complémentaires, parce que la culture, c'est aussi affaire de transmission. Et la transmission, je veux dire, à travers des troupes d'amateurs, que ce soit, tu parles musique, théâtre et tout, peu importe, mais la transmission, elle se fait aussi, elle peut se faire par la troupe amateur. En même temps, le côté médiation professionnelle, ben c'est très intéressant et même, je dirais, moi, en tant qu'enseignante, je dirais indispensable quand on est dans un travail, par exemple, avec des enfants qu'on amène au spectacle, pour leur permettre de s'approprier le spectacle, un travail de médiation professionnelle est toujours, je trouve, le bienvenu. Du coup, puisqu'on parle de l'enseignement amateur, enfin de tout ce qui est pratique amateur, de l'enseignement artistique, pardon, est-ce qu'on peut dire un mot sur le projet peut-être d'une école de musique intercommunale, qui est un projet qui revient régulièrement dans les questions? C'est une évidence et c'est un besoin des ensembles des formations musicales, hein. C'est la transmission à la DINADEJ, mais c'est pouvoir amener des nouveaux éléments dans chaque société. Dans le temps, il y avait quand même un monde de bénévolat qui formait et il y avait un réservoir de jeunes tel que c'était facilité, ça allait tout seul. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Déjà, il y a moins de jeunes, il y a moins de volontaires, même si ce n'est pas forcément des jeunes.
Mais là, on parle bien de professionnalisation de l'enseignement, parce que ça prend du temps, c'est énergivore. Dans le temps, c'était souvent des anciens qui prenaient le temps de former les jeunesses. Il y avait une transmission du savoir, ce qui n'est plus forcément le cas actuel avec les sociétés de musique qui ont évolué, qui n'ont pas forcément le temps, ça demande beaucoup d'engagement. Et donc, il y a une réelle réflexion à avoir pour partager, mutualiser l'enseignement pour l'ensemble des sociétés de musique, mais pas que. Il y a aussi le théâtre. On pourrait associer la vie du théâtre et la danse, la danse, quelle que soit la danse. Il y aura une réflexion à avoir pour que justement, juste un exemple pour des cérémonies, des commémorations, si on souhaite encore avoir des harmonies présentes, il faut former cette jeunesse, former des gens qui vont assurer le travail. Donc il y a une réelle réflexion, mais je pense que si c'est pas que la musique, c'est l'ensemble des activités artistiques, musicales, danse, théâtrale. Et là, il y a une grosse réflexion à avoir, même si le socio-culturel a déjà des sections, mais je pense qu'il faudra aller une étape supplémentaire, mais au niveau de l'intercommunalité, et que les sociétés, l'ensemble des sociétés soient partie prenante dans le projet. Moi, il me semble effectivement que ça doit être un axe fort de la prochaine politique culturelle intercommunale. La réflexion a été menée assez loin, jusque dans le type de structure qu'on pourrait mettre sur pied pour accueillir le type d'école dont le président parle, une école multi-activité. La problématique, c'est toujours les moyens à mettre en place. Et ça se fait pas comme ça. Il faut effectivement ne pas se tromper, choisir la bonne structure, faire dès le départ mettre d'accord les acteurs culturels, les sociétés concernées. Et donc, voilà, le devoir avait été déjà bien avancé. On sait à peu près quel type de structure, entre une régie propre ou carrément une école intercommunale privée, il y a 2-3 options qui sont jouables. Maintenant, il faut y aller, il faut mettre en place des actions pour que cette réflexion aboutisse. Mais encore une fois, ça veut dire que d'un certain côté, il faut mettre une priorité du point de vue financier et budgétaire sur cette action-là. Je voudrais ajouter que notre territoire il est en situation démographique toujours un petit peu compliquée, en particulier quand on remonte vers Sainte-Marie-aux-Mines. Et ce type de proposition, c'est-à-dire une école de formation artistique, que ce soit musicale, comme tu le disais, ou dans d'autres disciplines, c'est vraiment, je trouve, un axe important à développer pour l'attractivité du territoire et pour faire venir des familles avec des enfants à qui on a des propositions à fournir. Merci. Je reviens sur la question de la jeunesse, puisqu'il y a eu des réactions sur le chat pour un petit peu approfondir cette question, notamment autour des jeunes qualifiés d'invisibles ou des jeunes qui ne se sentent pas forcément concernés par la vie culturelle ou qui sont peut-être un petit peu à l'écart, notamment on va dire des grands ados ou des jeunes adultes. Et est-ce qu'il y a des pistes envisagées pour travailler avec ces publics, pour aller les chercher, pour pouvoir peut-être plus s'adresser à eux? Alors moi, je peux peut-être répondre. On a eu une réunion, je crois que c'était au mois d'octobre, avec le centre socioculturel. Dans le cadre de cette réunion avec le centre socioculturel, il a vraiment été question de cette population jeune, entre guillemets, comme tu le dis, invisible. Et c'est un axe de travail prioritaire du centre socioculturel. Donc voilà, je pense que la culture, c'est une dimension, bien sûr, qui sera intégrée dans
dans ce projet du centre socioculturel qui y travaille. Je crois aussi avec l'association des, comment on les appelle, des apprentis d'Auteuil. Il y a un projet qui est en cours avec le centre socioculturel par rapport à cette fondation des apprentis d'Auteuil. Et donc, ils sont en train d'identifier ce public qu'on ne voit pas, effectivement, qui souvent est hors de tout type de circuit. Et je pense qu'en partenariat avec le centre socioculturel, on aura vraiment une possibilité de travail intéressante. Je pense qu'il faut, c'est avec eux qu'il faut travailler là-dessus. Christian. Oui, Christian. Il faut ouvrir le micro. Voilà, je pensais l'avoir fait, pardon. Oui, on a parlé tout à l'heure en famille d'un projet qui avait été, qui a existé comme ça, où certains jeunes de Sainte-Marie étaient partis participer à un concours de slam à Strasbourg. Et donc, je pense que la culture de ces jeunes, de ces grands ados, en fait, elle doit être proche aussi de leurs préoccupations. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on peut leur asséner. On doit se rapprocher d'eux, de leur monde aussi, hein, qui est un monde qui est particulier, qui est nouveau aussi, hein, qui est proche sûrement du grave, du slam, du rap, de toute cette nouvelle culture qui est très intéressante et qu'on doit accompagner peut-être, enfin pas accompagner, mais susciter aussi et permettre que toutes ces énergies s'expriment, leur donner aussi peut-être des moyens de s'exprimer. Voilà. Ouais, tout à fait. Merci, Christian. Est-ce qu'il y a d'autres réactions sur cette question on va dire, des jeunes un peu plus compliqués à attraper Sinon, je peux vous partager une autre question qui concerne cette fois les projets de résidence artistique sur le territoire, la présence artistique en général sur le territoire, mais à travers les résidences notamment. Si c'est des dispositifs qui vont continuer à voir le jour dans le Val d'Argent. Moi, ça me fait penser personnellement aussi à la question du lac. Même si le lac est un lieu qui accueille des résidences artistiques plutôt adressées au public scolaire. Voilà, je pense que c'est un lieu qui aujourd'hui est un peu aussi en flottement, en questionnement. Nous, au niveau du pôle culturel, on a proposé des choses, mais évidemment, voilà, accueillir des compagnies en résidence, ça a un certain coût et ça demande un certain effort aussi, même s'il y a pas mal de solutions de financement et des partenariats à construire autour de ça. En tout cas, voilà, il y a une interrogation, une question sur la question de la résidence artistique. Comment vous voyez les choses? C'est difficile de répondre comme ça, du but à blanc. Hein. Ça demande beaucoup de réflexion, puis ça demande des moyens. Si on avait les moyens de nos ambitions au niveau de la CCVA, je dirais ben, il n'y a qu'à faire, mais ce n'est pas le cas. Donc, résidence artistique, si ça vient d'un projet privé, pourquoi pas, mais au niveau communautaire, si on arrive à maintenir toute l'offre au niveau culturel, c'est déjà une bonne chose. La faire vivre, c'est une bonne chose. Maintenant, se substituer à des hôteliers ou créer des résidences artistiques, c'est me semble un peu compliqué. Je ne pense pas que c'est d'actualité. Politiquement, je ne sais pas comment arriver à ça. Quoi. Peut-être à travers des partenariats? Oui, avec des privés. Oui. Je sais que Rodolphe Burger, il avait un projet de quelques maisons dans sa ferme, son studio d'enregistrement. Maintenant, voilà, on peut considérer des partenariats. Projet, voilà. On peut voir en travaillant, comme disait Jean-Pierre tout à l'heure, quand il disait que en fait, le territoire s'est ouvert à des acteurs institutionnels qui sont sur un territoire assez large, puisque ça va jusqu'à la région Grand Est. Voilà, voir peut-être en partenariat avec ces acteurs-là, ce qui est possible comme type de résidence. Mais ça mérite qu'on approfondisse la question et qu'on y travaille. Parce qu'il y en a qui ont été faits en partenariat avec l'éducation nationale, non? Tout ce qui a été fait où les gens du collège, les professeurs du collège, du lycée se sont investis, donc il y a eu des partenariats de ce type aussi. Oui, Jean-Pierre.
Oui, bien sûr, Nadège, il y a des résidences artistiques qui sont faites en partenariat avec l'Éducation nationale. Je voulais juste signaler que l'Agence culturelle du Grand Est a sorti récemment un petit fascicule sur justement comment un guide de l'accueil de la résidence artistique. Donc, il y a moyen vraisemblablement de s'en inspirer, de regarder un petit peu comment on peut faire. Et à partir du moment où on rentre, c'est toujours pareil, hein, quand on rentre dans les axes d'une politique supraterritoriale, il y a des moyens qui sont attribués. À partir, c'est le principe de l'appel à manifestation d'intérêt, où la région, le conseil départemental, voire l'État ont un axe politique dans un secteur donné, veulent le développer, lancent un appel à manifestation d'intérêt et c'est au territoire de s'y être préparé, d'avoir des projets pour pouvoir y répondre rapidement. La résidence, c'est un peu ça aussi, hein, c'est se mettre en état de recevoir des résidences d'artistes et puis de faire appel en ce qui concerne les moyens à la région qui promeut ce genre d'action culturelle. Merci Jean-Pierre. Moi, j'ajouterais que effectivement la piste du partenariat, elle est particulièrement pertinente pour ce type de projet. Et la prochaine résidence que nous accueillerons dans le Val d'Argent, qui aura lieu au début du mois de février avec la compagnie Caravane, qui est une compagnie de théâtre qui est basée dans la vallée de Münster. On les accueillera pendant une semaine dans le Val d'Argent. Ils travailleront avec la population, avec les publics du centre médico-social des Fougères. Ce sera la première semaine de février. Et c'est un projet en partenariat, du coup, avec le département du Haut-Rhin, avec le parc naturel régional du Ballon des Vosges et également avec Seine et Territoire, qui est un petit peu le pendant de l'agence culturelle, mais implantée sur la partie Lorraine. Voilà, et qui nous rejoint aussi sur ce projet de résidence dans le Val d'Argent. Donc effectivement, pour pallier aussi à la question du coût, l'approche partenariale, elle est plutôt judicieuse, elle est plutôt intéressante à mener et permet finalement d'accueillir des projets assez conséquents avec finalement un reste à charge, on va dire, pour la collectivité qui demeure raisonnable. Donc nous, en tout cas, on travaille déjà dans cette direction. Mais effectivement, il y a sûrement encore d'autres pistes à creuser, d'autres partenariats à monter. Pardon ? Il y a une question en lien avec la résidence. Ok. Alors, on me dit qu'il y a une question liée à la résidence, donc je vais en profiter pour la… Donc, la question, elle est assez technique. Donc, c'est: y a-t-il un cahier des charges pour être en résidence artistique ? Je vais peut-être y répondre parce qu'elle est peut-être plutôt une question de technicien plutôt que d'élu. Mais simplement pour dire que tout dépend du projet et tout dépend en fait de ce qui est porté à travers la volonté d'accueillir une compagnie de théâtre, de danse, de musique sur un territoire pendant un temps donné. Donc, en fait, en général, c'est plutôt souhaitable qu'il y ait un cahier des charges. C'est gage, en fait, on va dire, d'un projet de résidence plutôt bien construit, bien monté, où il y a une préoccupation dans l'accueil, dans un projet, finalement, dans l'objectif d'accueillir une compagnie sur un territoire pendant un temps donné. Donc oui, en général, il y a un cahier des charges. Après, en l'occurrence, pour revenir à l'exemple que j'étais en train d'évoquer, sur le projet de résidence que nous accueillons dans le Val d'Argent, c'est pas nous directement, Val d'Argent, qui avons initié ce projet. C'est-à-dire que nous, on est rentré dans ce projet pour en devenir partenaire et pour devenir territoire d'accueil de cette compagnie dans le cadre de son projet de création. Et du coup, on a pu poser aussi un certain nombre de règles, de demandes. Alors, on n'a pas tout décidé, puisqu'évidemment, on devient partenaire, donc on prend aussi en compte le projet dans son évolution et là où il en est quand on nous sollicite. Mais ça nous permet aussi, nous, de pouvoir activer. Donc, on a souhaité, par exemple, que
que ce projet de résidence il puisse s'adresser à la fois à des publics qu'on a identifiés prioritaires comme dans la politique culturelle, à savoir des publics en parcours d'insertion, ceux du centre médico-social, mais qui puissent aussi toucher la population et s'adresser au grand public. Donc on a cette dimension-là qui est un peu double dans la question des publics sur ce projet de résidence. Après, si on portait un projet intégralement, nous, au niveau de la Comcom, il serait effectivement souhaitable qu'il y ait un cahier des charges. Vous pouvez poser vos questions sur le chat, qui est juste en dessous de la vidéo YouTube, ou vous pouvez aussi poser vos questions par téléphone. C'est peut-être le vecteur bis le plus simple. Donc, c'est le 03 89 58 35 91. 35 91 à la fin pour le numéro de téléphone pour poser vos questions. Donc on reprend un petit peu le fil de cet échange. On venait de terminer de parler de tout ce qui était résidence artistique sur le territoire. Je vous partage une nouvelle question concernant l'évolution du budget de la communauté de communes alloué au secteur culturel. Qu'en est-il sur les dernières années et les années à venir? La règle d'or, c'est de maintenir à peu près les budgets de chaque service. Donc, on va maintenir le budget du pôle culturel et simplement, on ne peut pas l'augmenter, mais on ne va pas le diminuer. On ne va pas sacrifier la culture, la jeunesse, même pour les anciens. C'est vrai que la situation économique en Val d'Argent est compliquée. On est sorti de la zone de vigilance de la préfecture, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut faire n'importe quoi. Par contre, ça a des économies à faire, ça ne sera pas dans le domaine de la culture. Donc, on maintiendra l'effort qui a été réalisé depuis les dernières années. Et si on arrive à gagner encore des subventions, des aides, ça sera autant qu'on pourra injecter pour le monde culturel. Vas-y, Jean-Pierre. Le micro. Oui, je mets le micro. Oui, c'est aussi un des aspects positifs de la construction d'une politique culturelle intercommunale, parce que c'est pas seulement définir des actions dans le cadre d'objectifs à atteindre, mais c'est aussi placer tout ça dans un budget pluriannuel qui oblige les responsables à, s'ils veulent accomplir les objectifs, réaliser les objectifs de la politique culturelle qu'ils se sont fixés, donc à échéance de 4 ans, eh bien, ils doivent donner les moyens aux acteurs de réaliser les objectifs. Et donc, dès le départ, une politique culturelle intercommunale, elle est chiffrée. Il y a des budgets qui sont mis en place et c'est une manière de maintenir les moyens qu'on attribue à ce secteur d'activité important pour un territoire. C'est vraiment quelque chose d'important, un aspect important de la politique culturelle intercommunale, que à la fois la budgétisation pluriannuelle des actions et leur programmation sur la période concernée. Ça donne un axe, et un axe qui est jalonné d'objectifs et qui donc bénéficie d'un financement sur la période donnée, quoi. Alors après, il y a évidemment des aléas conjoncturels qui font que, à un moment donné, une priorité peut être donnée sur un autre secteur, mais dans l'ensemble, avoir une politique culturelle intercommunale, ça sécurise les moyens qu'on alloue à la culture. Et ce sont des moyens qui ne sont pas du tout négligeables. Quand on compare le budget culturel de la CCVA à d'autres communautés de communes, on voit que le pourcentage
Je ne peux pas vous dire tout de suite le pourcentage, mais le pourcentage par rapport au budget général, c'est pas neutre. Il est supérieur à bien d'autres communautés de communes. Donc, c'est, comme Jean-Pierre l'a dit, c'est une réelle volonté politique et de mener à bien cette politique culturelle et se donner les moyens d'y arriver. Merci. Il y a encore des réactions sur le budget? Bon, en tout cas, je dois vous dire que de mon point de vue, c'est rassurant ce que vous dites. Donc j'ai une autre question. La programmation de la médiathèque ne s'adresse-t-elle pas à un public trop élitiste? Est-ce que l'offre colle bien à la demande? Faut ouvrir le micro. Ouais, merci. Mais voilà, oui, j'ai envie de dire et de répondre, quelle demande? Quelle demande? J'ai aussi envie de dire que tout évolue. Les structures doivent également évoluer. L'offre qui était proposée il y a quelques années avec la médiathèque et l'offre culturelle, ça doit forcément s'adapter au monde actuel. C'est pour ça qu'au niveau de la médiathèque, on souhaite développer un accueil des personnes qui sont un peu plus ouverts. Voilà, il faut qu'on trouve des nouvelles pistes pour que ce soit plus attrayant. La culture, ça doit être accessible à tous. Mais c'est vrai qu'il faut peut-être se remettre en question, dire voilà, est-ce que pourquoi il y a de moins en moins de fréquentation? Est-ce on est toujours, est-ce qu'on répond vraiment aux besoins de la population? Est-ce qu'on doit évoluer? Est-ce que l'accueil est peut-être austère? Voilà, on doit également peut-être un défaut de communication de notre part, peut-être communiquer autrement avec le public. Il faut peut-être aller chercher les jeunes et la population carrément dans les magasins, voilà, je veux dire, il faut redéfinir une stratégie de et puis peut-être plus accueillant la médiathèque, parce qu'on a quand même la chance d'avoir une super médiathèque. Je pense aussi que le fait de travailler énormément avec l'école, c'est vraiment capital et ça met le pied, si on peut dire, à l'étrier aux jeunes, et puis je pense que ça va les habituer, et puis on aura le retour au fur et à mesure qu'ils grandissent. Il me semble que le départ, il est important à ce niveau-là. La culture, elle évolue, l'outil qu'on propose doit également évoluer. Je pense que l'espace d'accueil à la médiathèque va pouvoir répondre à besoin peut-être d'un endroit un peu plus chaleureux, un peu plus convivial, qui va peut-être attirer d'autres publics. Et après, bon, forcément, ils vont peut-être s'intéresser aux DVD, aux CD, aux différentes publications, aux différents livres. Mais je pense qu'il y a un gros travail à faire. Et puis, il y a quand même un service relativement complet au niveau de la médiathèque. On a le personnel pour développer la médiathèque. Et je pense que actuellement, il faut refaire une campagne de publicité ou alors que les agents du pôle culturel aillent dans chaque commune, même par exemple à un marché, proposer, dire exactement ce qu'on a. Il faut vraiment aller chercher les gens. Il faut prendre le bateau de pèlerin et puis aller dans toutes les communes et communiquer. Peut-être que les moyens de communication qu'on avait dans le temps, maintenant ça évolue. Maintenant, là, on est bien en visio, on ne connaissait même pas, avant le premier confinement, ça pas comment ça marche. Donc, nous aussi, on évolue. Donc, je pense que pour avoir de nouveaux publics, il faut également que nous évoluions. Et nous allons chercher les gens. Oui, Nadège. Oui, je veux dire que la démarche vers les gens, elle a déjà été faite par l'équipe précédente au niveau du pôle culture et de la commission culture, puisqu'on s'est trouvé à discuter avec les gens sur les marchés, devant les supermarchés et dans les différentes communes, de façon à ce qu'il y ait une proximité plus grande. Ensuite, est-ce que la question portait sur la programmation de la médiathèque ou c'était sur la programmation, Mathias? Alors, je reprends la question. Je crois que c'était formulé sous la base de l'offre, en fait. De l'offre en général, voilà. Est-ce que proposer à la médiathèque, est-ce que l'offre le colle à la demande, etc. D'accord. Alors, en général. Oui, alors moi,
je ne sais pas, j'ai l'impression que toutes les offres d'animation, par exemple, qui portent sur des thématiques extrêmement différentes et qui vont toucher des publics très différents, des plus petits aux plus anciens, je pense que là, il y a une vraie ouverture d'offres. Pour ce qui est de la programmation des spectacles, est-ce qu'elle est élitiste? Je ne le crois pas. Je la crois exigeante. Et moi, je crois que si on ne veut pas se moquer d'un public qu'on reçoit, il faut être dans l'exigence de la qualité des spectacles qu'on propose. Et ce n'est pas pour ça que ça les ferme à qui que ce soit. D'où l'intérêt aussi, comme on disait tout à l'heure, de la médiation et de faire un pont entre ce qui est proposé à la médiathèque et les différents publics. Merci Nadège. Pense juste à refermer ton micro. Ouais, super. Moi, je me permets juste aussi de rebondir sur cette question parce que ça renvoie à la question des publics et à la question de l'ouverture des lieux culturels au plus grand nombre. C'est un objectif que je pense chaque responsable d'établissement culturel poursuit à son niveau. Hein, je veux dire, quand on travaille dans la culture, je pense que c'est pour qu'elle soit partagée avec le plus grand nombre et pas pour faire de l'entre-soi. Et donc, c'est toujours un peu cette difficulté de comment on ouvre la culture au plus grand nombre. Hein. En France, on est quand même maintenant à 70 ans de politique culturelle, de démocratisation culturelle, où on a testé beaucoup de choses et où les chiffres évoluent quand même très peu. Donc, c'est un problème, la question des publics, c'est un problème très nébuleux et qui est un problème, je pense, enfin, pas un problème, mais qui est un sujet à traiter constamment et une préoccupation qui doit être quotidienne pour les gens qui travaillent dans ce secteur. Par rapport au caractère élitiste de l'offre, moi, j'ai pas ce sentiment. La médiathèque, c'est d'abord un lieu d'ouverture sur le monde et aujourd'hui, on a une programmation qui est très pluridisciplinaire. On essaie de s'adresser vraiment de 0 à 99 ans. On a des spectacles qui s'adressent aux tout petits. On a des choses qui sont pour les ados. Par exemple, on a travaillé sur le graffiti pendant une semaine, l'été dernier, ce qui est, à mon avis, des modes d'expression qui sont très ouverts et qui se sont démocratisés ces dernières années. On accueille des compagnies professionnelles, mais on accueille aussi des amateurs dans tous les domaines. Et on a aussi toute une partie de notre programmation qui est proposée par les médiathécaires elles-mêmes. Donc, en fait, ça fait, je pense, une variété d'offres, une diversité de propositions qui touchent aussi bien à la musique, au théâtre, au spectacle, à l'exposition, au faire, au regarder, à l'écouter. Voilà, donc on a aussi des projections sur place. Enfin, on a plein de petites choses et je pense que c'est plutôt une multiplicité d'offres avec des choses peut-être plus exigeantes que d'autres. Mais je pense que c'est aussi notre vocation. Voilà, des fois peut-être d'accueillir un auteur pour parler d'un bouquin. Voilà, donc peut-être l'audience elle est pas très grande. Et puis peut-être le lendemain d'accueillir un groupe de rock et de remplir la salle. Et je pense que c'est ça aussi notre vocation, c'est de proposer de tout pour tout le monde. Après, je pense qu'il faut aussi, effectivement, Jean-Marc l'a dit, il faut travailler à aller chercher les nouveaux publics. Je pense qu'il y a encore des efforts à faire là-dessus, même si c'est un combat dont il n'y a jamais d'issue, dont il n'y a jamais de bout, parce que c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose, on aura beau tout le temps déployer de l'énergie et faire des choses, capter des nouveaux publics dans des lieux culturels, c'est toujours un vrai défi. Et on aura, faut être réaliste, on n'aura jamais 100% de la population qui fréquente la médiathèque. Et ça, c'est une réalité. Après, il faut tendre vers ce 100%. Voilà. Et moi, c'est mon objectif. Il faut aller le plus loin possible là-dedans. Je donne la parole à Nadège dans une seconde. J'aimerais juste dire une dernière chose, juste par rapport à la fréquentation. Pour enlever peut-être une idée reçue dans la tête des gens, c'est que la fréquentation n'est pas en baisse à la médiathèque, à part en 2020. Hein. C'est-à-dire en 2020, on a enregistré une baisse conséquente, mais qui est plutôt liée à la crise sanitaire. Et depuis qu'on a réouvert nos portes, on n'a jamais retrouvé nos niveaux d'avant, ça c'est clair. Donc cette année, elle est plutôt catastrophique en termes de fréquentation. Mais sur les autres années, sur les 3 dernières années, on a plutôt une stabilité de la fréquentation au quotidien et une augmentation de la fréquentation sur les activités d'animation.
Donc, moi, les animations, c'est une courbe ascendante depuis que je suis là, en gros. Sur la partie fréquentation du site, pour venir emprunter des documents ou venir prendre des informations sur place, on est plutôt sur une courbe stable. Voilà. Donc, c'était juste pour préciser. Et sur les adhésions, on est sur une fluctuation. Hein, on est entre 800 et 1000 adhérents. Voilà, sur les 5 dernières années, c'est à peu près ça le nombre d'adhésions. Sachant que sur la question des adhésions, il y a des effets de mutualisation qui sont en place au niveau des familles, puisque avec une carte, on peut avoir 20 documents et que souvent, derrière une famille de 4 ou 5, on va avoir 1 ou 2 cartes et pas 5 cartes, mais qui profitent à 5 personnes. Voilà, bon, je ne rentre pas plus dans les détails, mais ça me semblait important quand même de répondre sur ce point. Oui, Nadège, excuse-moi. Une piste que vous avez déjà commencé à explorer, c'est la question de passer hors les murs, quoi. Que ce soit pour, je ne sais pas, peut-être même pour les prêts, même pour les prêts des ouvrages, je ne sais pas, faire une proposition hors les murs, mais aussi pour les spectacles. De faire une proposition qui ne soit pas strictement médiathèque. L'idée, c'était de lever un des freins psychologiques, quoi, qui est de est-ce que moi, j'ai vocation à passer la porte de cette médiathèque? Est-ce que c'est pas too much? Est-ce que c'est pas trop pour moi, quoi? Est-ce que je peux le faire? Et donc, quand on est hors les murs, c'est peut-être plus simple aussi pour un certain nombre de publics. Mais je crois que vous avez déjà commencé à travailler là-dessus, de toute façon. Ouais, tout à fait. C'est un axe de travail depuis 3 ans à peu près. On a vraiment développé ce genre d'action. En étant présent, comme tu le citais, hein, sur par exemple devant les supermarchés, on était présent sur le marché paysan. Cet été, on était présent, par exemple, on était au parc Jules Simon, on était au parc de Lièvre, on a fait des lectures improvisées dans le parc, où on a rencontré des gens comme ça, voilà, des passants, des badauds, et c'est toujours des moments sympas. Après, honnêtement, c'est pas pour autant que les gens viennent ensuite à la médiathèque. Voilà, c'est peut-être pas encore suffisant pour leur donner envie de venir, mais déjà, c'est assez surprenant de voir qu'il y a finalement des gens qui réalisent un peu que ah oui, il y a une médiathèque, oui, alors oui, à la Sainte-Croix, à la Villa Burus, ok. Donc en fait, on se rappelle aussi au bon souvenir de la population et c'est toujours intéressant de le faire, quoi. Donc moi, je suis très favorable à ce type d'action et je pense qu'on peut continuer à les proposer. Après, sur du hors les murs en programmation, on le fait assez régulièrement puisque on va parfois au théâtre de Sainte-Marie, on va parfois voilà dans d'autres lieux ou à la salle des fêtes à Sainte-Croix, où on est aussi allé proposer aux Journées du patrimoine, c'était au mois d'octobre, on a proposé une projection en 3 dimensions, donc une visite virtuelle en 3 dimensions avec le service des Labs, on était à Lièvre. Donc voilà, donc on essaye quand même d'être aussi présent hors de la Villa Burus, même s'il faut aussi considérer, prendre en compte que ce sont des efforts qui sont toujours qui coûtent un peu plus, quoi. Parce que voilà, on n'est pas dans nos murs, on n'est pas dans nos habitudes, il faut organiser une logistique différente, voilà. Donc c'est une organisation différente et qui est un petit peu plus lourde, mais moi je suis convaincu de la pertinence de le faire. Voilà. J'enchaîne parce qu'il y avait sur le budget, il y a une demande de précision, une question, donc je vous la communique. Quel est le montant prévu pour 2021 au budget? Donc c'est assez précis. Et est-ce qu'on peut connaître les attributions 2020? Donc je pense que la question des attributions, ça parle en fait des attributions de subventions pour l'année 2020. Donc je vais répondre à cette question puisque sur le plan administratif, elle transite par mon bureau, ces subventions, donc j'en ai connaissance. Cette année, il y a eu plusieurs demandes, mais il y a eu aussi plusieurs annulations et de nombreuses annulations de manifestations ou d'événements. Donc en fait, au bout du compte, il y a pas mal de porteurs de projets qui n'ont pas demandé de subvention parce que leurs manifestations n'ont pas eu lieu. Et on a réceptionné des demandes dont l'étude s'est avérée non nécessaire puisque les manifestations, elles aussi, n'ont pas eu lieu. Donc, au bout du compte, quand on fait le bilan pour cette année 2020, il y a eu encore aucune officiellement d'attribution de subvention, 0. Dernièrement, la commission culture s'est réunie. On se réunit régulièrement pour discuter des affaires courantes, mais aussi pour étudier les demandes de subvention. Donc, la commission a donné un avis favorable à une demande de subvention de la compagnie Rodolphe Burger
sur son projet de concert en streaming à la chapelle de Saint-Pierre-sur-Latte. Mais cet avis favorable de la commission suite à la demande de la compagnie Rodolphe Burger n'a pas encore été voté. Donc, techniquement, cette année, il n'y a pas eu d'attribution de subvention dans ce cadre-là. Jean-Marc, tu veux ajouter quelque chose? Mais le pire, ça ne fait pas partie des affaires courantes qu'on peut traiter au conseil communautaire, donc il faudra attendre le prochain conseil communautaire pour valider la proposition de la commission culturelle par rapport à cette subvention. On a essayé de le passer au conseil communautaire de mercredi soir, mais la préfecture nous a pas donné l'autorisation de traiter ce sujet. Donc on voit bien, c'est un blocage, parce que pour moi, c'était une affaire courante, mais non, ce n'est pas une affaire courante. Donc la décision sera remise quand le conseil communautaire sera de nouveau reconstitué à 100%. Exact. Hein, donc, du coup, effectivement, il y a un conseil communautaire qui est prévu la semaine prochaine, mais cette décision ne pourra pas être prise puisqu'on attend la présence des Saintes-Mariens autour de la table pour pouvoir attribuer la subvention. Voilà, ça c'est la préfecture qui nous a précisé qu'on ne pouvait pas attribuer de subvention en cette période. On l'a appris très récemment, donc ce sera une des contraintes. Il faudra attendre le conseil communautaire au complet pour pouvoir faire le vote autour de cette demande de subvention qui est l'unique finalement qui sera étudiée pour 2020. Je ne sais pas, Jean-Marc, si tu veux répondre sur le budget alloué en 2021 à la culture. Mais, normalement, ça devrait être le même. Mais comme dit, vu la conjoncture, moi, je m'avance à rien. Et de toute façon, tant que le conseil communautaire ne sera pas reconstitué, on ne pourra pas délibérer et constituer un budget, quoi. C'est un peu dans l'impasse où on est, parce qu'on nous a dit, ouais, vous pourrez finalement fonctionner, vous faites des affaires courantes. Mais la plupart des dossiers, je peux pas dire, je peux pas tout dire ici, mais la plupart des affaires, pour eux, ils considèrent que c'est pas une affaire courante. Alors, imaginez, juste pour valider une subvention, c'est pas possible. Alors, imaginez, pour parler de budget, hein, c'est juste pas pensable. Donc, je donnerai aucun chiffre et voilà. Aucun chiffre, mais a priori plutôt dans une logique de continuité du oui, mais bien évidemment, écoutez, la politique culturelle a été programmée sur 4 ans. On arrive à la fin de cette période de 4 ans. On a décidé de reproduire ce programme sur 4 ans. On a sollicité la région, on a sollicité des financeurs publics qui vont nous suivre. C'est pas pour faire moins. Hein, je veux dire, le pôle culturel, c'est aussi des salariés. Hein, il y a quand même du personnel. On peut, voilà, si on veut satisfaire nos ambitions et continuer la vie culturelle, on ne peut pas descendre en dessous de ce qu'on a jusqu'à présent alloué. Voilà. Mais là, je ne peux pas me prononcer tant que le conseil communautaire ne sera pas. Voilà, on peut pas, je peux pas me projeter. J'aimerais bien me projeter. Je peux vous dire que j'aimerais bien qu'on consolide le budget qu'on a alloué à la culture depuis quelques années pour justement assurer ce plan pluriannuel sur 4 ans. Mais actuellement, là, comme dit, pour une subvention de un peu moins de 4 000 €, on n'a pas pu le passer. Alors, vous pensez bien que quelques dizaines de milliers d'euros, c'est même pas la peine de parler ce soir. C'est l'actualité, hein, c'est la vie actuellement de notre Val d'Argent, c'est comme ça. Merci Jean-Marc. On n'a plus d'autres questions à ce stade. On a 9 personnes qui sont 9 connexions qui sont encore là. Donc je ne sais pas si vous voulez peut-être compléter, préciser quelque chose, messieurs, dames, les élus. Si ce n'est pas le cas, je vous propose qu'on close cette réunion publique. Donc merci à vous les élus, surtout merci aux habitants qui nous ont suivis, qui ont participé, qui ont contribué
à cette soirée et qui l'ont animée en posant différentes questions. Donc, on a quand même balayé pas mal de points. C'était, je trouve, intéressant. Donc, merci à vous voilà, de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end. Et puis, on se retrouvera, je pense, en 2021 pour construire ensemble notre prochaine politique culturelle. Merci. Okay. À tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir. Et bonne fête de fin d'année à tout le monde. Voilà.